Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 21 septembre 2021. Il est l'heure de faire un point sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Rappel des rendez-vous de la semaine sur le site de Zone Bourse. Tous les matins, vous avez le morning meeting d'Anthony Bondin, version écrite et audio. Tous les jours, Planète Bourse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour notre point. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les dernières grosses news, le top flop macroéconomique pour mieux appréhender ce qu'il se passe en termes de macroéconomie, de politique de banque centrale, de valorisation. Et ensuite, nous passons sur la plateforme ProRealTime pour regarder indice Forex matières premières rapidement et ensuite vos actions préférées avec aujourd'hui une sélection particulière puisqu'on fera du trend following, la théorie du phénix et des GLB. Donc on a vu tous ensemble lors de des dernières émissions, des derniers mois, qu'il y a la théorie du jouet cassé. C'est une valeur qui est haussière qui casse son trend. Le trend following, ce sont de belles valeurs en tendance haussière. La théorie du phénix, ce sont des retournements. Et la GLB, la Green Line Breakout, c'est quand une valeur casse un seuil particulier où coïncide le cours d'introduction et son plus haut historique. On verra ça en deuxième partie. Alors, pour le focus marché, les indices américains ont enfin lâché du terrain. Ça faisait quelques semaines qu'on en parlait. Les indices américains plafonnaient un petit peu. Les indices européens, eux, au final, étaient relativement neutres depuis 2 ou 3 mois. Et je vous parlais de risques de consolidation, de nettoyage, de retour sur support. On avait vu notamment sur Twitter la semaine dernière que le CAC 40 était dans une configuration corrective en ABC, donc on avait eu une vague baissière à la fin du mois d'août et j'en attendais une nouvelle en septembre. Voilà qui est fait. Est-ce qu'elle est terminée ou non ? Alors que demain, la Chine devrait de nouveau donner des nouvelles sur le dossier Evergrande et que la Fed devrait se prononcer sur sa politique monétaire, vous vous douterez bien que je ne prendrai pas le risque de me prononcer. China Evergrande Group, c'est un des plus gros groupes immobiliers chinois, pas loin de 300 milliards de dettes, des projets immobiliers à ne plus en finir. Je vous ai publié plusieurs décryptages sur Twitter. Vous avez aussi de très bons articles sur Zone Bourse pour mieux expliquer donc la situation de ce groupe chinois qui est actuellement en péril. Bien évidemment, le président du groupe chinois a voulu rassurer ses salariés, ses clients. Il a dit être confiant dans sa capacité à se sortir de sa période la plus sombre et à mener à bien les projets immobiliers qu'il s'est engagé à réaliser. Ici, le gouvernement chinois est un petit peu tiraillé entre la volonté de montrer aux groupes privés qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et d'autre part tout de même d'éviter une contagion à de nombreux secteurs. On a quand même vu des actions des groupes immobiliers, des groupes financiers, des banques chuter ces dernières semaines en Chine à cause de cela. Certains parlent d'un Lehman Brothers 2.0. Voilà, comme je l'ai dit sur Twitter hier soir, à la lecture de tout ce que j'ai pu voir, je dirais que c'est un risque qui vient d'un changement de rythme en termes d'économie chinoise. Il y a une volonté aussi du gouvernement de taper du poing et de réguler très fortement ces dernières semaines. On l'a vu, ils ont tapé sur les jeux vidéo, sur les valeurs technologiques, sur les sociétés qui faisaient de l'éducatif en ligne. Donc le gouvernement chinois est vraiment dans une refonte totale, enfin en tous les cas très importante, de son économie et de sa relation avec tous les groupes privés. Donc voilà, on suivra China Evergrande Group dans les séances à venir.
Sorare, une société française qui commercialise des vignettes de football virtuelles, donc les fameux NFT, adossés à la blockchain, a levé 680 millions de dollars, 580 millions d'euros. C'est un record pour une start-up française. C'est une levée encore plus importante que l'avait fait la société Ledger, une société française, dans le secteur des cryptos également. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette news? Eh bien, pour montrer que il y a un écosystème qui est en train de se créer, des sociétés autour de la blockchain, autour des crypto-monnaies. Et ce n'est donc pas un simple phénomène de mode. On a des grandes banques, des gros fonds d'investissement qui s'y intéressent, de grandes sociétés qui sont en train de naître, des levées de fonds d'importance. Donc voilà, je pense que dans le monde de demain, on parlera blockchain et crypto. Ce n'est pas un phénomène momentané. Les dirigeants de la Banque centrale européenne considèrent toujours la poussée d'inflation actuelle comme un phénomène temporaire. Heureusement, aux États-Unis c'est la même chose, mais certains d'entre eux semblent admettre le risque que la hausse des prix dépasse leurs prévisions. Bon, c'est un peu l'habitude avec les banquiers centraux, ils se donnent des objectifs et puis souvent on va en dessous ou au-delà des prévisions. C'est le cas ici, l'inflation est forte, elle est vraiment au cœur des discussions actuellement, on le verra dans la partie top flop. Les investisseurs espèrent maintenant que la Fed saura tenir un discours rassurant à l'issue de son comité de politique monétaire, le fameux FOMC, c'est aujourd'hui et demain. Donc demain soir, on aura rendez-vous avec la Fed sur la mise à jour de ses perspectives et du fameux tapering. Simplement, comme on a pu le voir ces dernières semaines, eh bien, les statistiques du mois d'août étaient moins bonnes au niveau de l'emploi. Du coup, ça mettait moins la pression sur la Fed, sur le fait de devoir se dépêcher. Et je pense qu'avec la volatilité qu'il y a eu sur les marchés, la Fed va opter pour un discours effectivement rassurant, un ton accommodant pour ne pas faire trembler les marchés de nouveau. Si au contraire la Fed veut tenir un discours fort et expliquer que tapering il y aura de toute façon, ça pourrait faire tanguer de nouveau un peu les indices. Le pétrole WTI n'a pas bougé depuis la semaine dernière, il vivote autour des 70 $, les métaux précieux latéralisent, l'or se tient bien, l'argent lui sous-performe, il se retrouve sur le bas de son range de moyen terme, en sous-performance par rapport au métal jaune. Enfin, le Bitcoin perd 15% en ce début de semaine, mais il réagit positivement sur les 40 000 $. Le Bitcoin qui n'est pas vraiment un refuge, puisque quand chute des actions, il y a chute du Bitcoin. Donc pour l'instant, ça reste un actif dit risqué et corrélé au flux entrant ou sortant sur les marchés financiers. On va passer à la partie top flop. Comme on l'avait vu la semaine dernière, on avait atteint les 120 000 milliards de dollars sur la capitalisation boursière et les marchés boursiers dans leur totalité, quand on regarde la capitalisation boursière mondiale, ont doublé depuis la crise du Covid. Bien évidemment, on a vu dans les dernières émissions que les cours du S&P 500 évoluaient en fonction des anticipations de résultats des analystes qui ne font que grimper depuis la crise du Covid. Les analystes revoient leur copie à la hausse en permanence et du coup les cours s'ajustent. Mais on avait vu quand même que après 100% de hausse sur le S&P et la capitalisation boursière mondiale, il y a un moment où ça allait pouvoir se calmer. Ce qui explique la très forte hausse des derniers trimestres, c'est tout simplement qu'on n'a jamais fait des plans de relance et des plans de soutien aussi puissants de toute l'histoire des marchés financiers. Vous avez ici le déficit américain par rapport au PIB. Vous voyez bien que les injections qu'on a fait pendant le Covid étaient vraiment des injections historiques pour relancer l'économie et les marchés. D'ailleurs, ce n'est pas fini. En 2020, on a eu énormément d'aides qui ont été lancées par le gouvernement américain, mais en 2021, on en aura encore plus. Du coup, vous savez, au premier semestre 2021, je vous ai expliqué qu'on allait avoir des chiffres économiques historiques. C'est ce qu'on a eu, des résultats d'entreprises historiques et des statistiques tout feu, tout flamme.
Je vous ai expliqué ensuite qu'on aurait un phénomène de normalisation, un retour aux normales saisonnières en termes de performance des économies, en termes de croissance, en termes de PMI, manufacturier, des services, etc. Et en fait, grâce à tout l'argent qu'on va injecter, qu'on a injecté, on devrait de nouveau relancer encore la dynamique économique. Et en théorie, en tous les cas, selon économistes et banques centrales, l'année 2022 devrait être encore une année très solide économiquement grâce notamment à ces plans historiques. Comme on l'avait vu, eh bien, vous avez ici un graphique qui montre le pourcentage. Alors c'est une étude faite par Bank of America Merrill Lynch auprès de gestionnaires de fonds. Et on voit ici en fait en bleu clair le pourcentage de gérants qui pensent que l'économie va être plus solide dans les mois à venir. Donc quand on était en plein Covid, les opérateurs pensaient que ça allait s'améliorer, mais depuis le mois d'avril-mai, parce qu'il y a cette attente de normalisation macroéconomique, eh bien les attentes avaient été revues à la baisse. Et du coup, en théorie, le pourcentage de gérants qui devaient allouer plus de capital au marché action aurait dû théoriquement baisser. Et il ne baissait pas. Et le marché action ne baissait pas. On était sur des plus hauts historiques sur les indices américains et même le CAC 40 cet été avait atteint 6900 points, proche de son plus haut historique. Et enfin, on va dire, depuis un petit mois, l'Europe consolide et les États-Unis latéralisent. Et on a enfin, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, perdu 4%. Voilà, c'est quand on est en attente d'un mouvement correctif sur les marchés, 4% actuellement, c'est déjà énorme. On l'avait déjà vu dans une émission, les drawdowns, c'est-à-dire la baisse entre un point haut et un point bas, sont très faibles cette année. Les corrections font 3 à 4% maximum. Et hier soir, on avait atteint ce fameux seuil des 4%. Enfin, donc, on a eu cette consolidation sur les marchés US. On a eu quand même 7,5% de baisse sur le CAC 40 depuis les 6900 points, le fameux point haut sur le haut de canal haussier du CAC 40 que je publiais pratiquement tous les jours à ce moment-là. Donc on a consolidé de 7,5% en revenant à proximité des 6400 hier. Et maintenant, il se pourrait qu'on se stabilise, qu'on latéralise en attendant les prochains catalyseurs. Si la Banque centrale américaine est rassurante et que la Chine fait de même sur le dossier Evergrande, eh bien on devrait retrouver un peu de hauteur. Au contraire, si la situation s'envenime en Chine notamment, on risque d'avoir encore des soubresauts. Concernant l'inflation, les gérants interrogés voyaient une inflation galopante, mais maintenant ils s'attendent à ce que cela se normalise également. Simplement, ils restent prudents et quand on leur demande quel est actuellement le plus grand risque sur les marchés, ce n'est pas le tapering, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas un risque de bulle sur les marchés financiers, mais c'est toujours l'inflation qui est au cœur des débats et des pensées des gérants. Donc on regardera ça en tête pour la fin de l'année. L'inflation est au cœur des débats, effectivement, des réflexions, puisque le CRB Commodity Index, donc l'indice des matières premières, est à un plus haut de 6 ans. Hausse du pétrole, hausse des prix de l'énergie, hausse des prix donc derrière à la production et donc hausse des prix à la consommation. Si l'inflation est trop forte, ça peut venir peser donc sur les chiffres de consommation, mais aussi sur les résultats des entreprises. Donc il y a un espoir de normalisation, de la même manière qu'on a eu une normalisation sur les chiffres macroéconomiques. Eh bien les analystes, les économistes s'attendent à ce que l'inflation grimpe encore au 3e et au 4e trimestre, mais qu'ensuite elle se normalise en 2022. Ce qui va être compliqué, puisqu'on a certains prix qui continuent de s'envoler. Alors, compliqué, oui et non, parce qu'il y a quand même aussi des matières premières qui se sont crachées. On a eu le bois de construction qui a perdu 70%, l'iron ore qui est retombé aussi très fortement. On a vraiment depuis un an des prix de matières premières qui font des yo-yo impressionnants. Mais en tous les cas, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz qui sont en train d'exploser.
que ce soit en Espagne ou en Angleterre. Alors, fonction des pays, les raisons sont différentes. En Angleterre, c'est qu'il y a un parc éolien, notamment, qui est extrêmement grand et qui ne tourne pas puisqu'il n'y a pas de vent en ce moment. Et puis, il me semble qu'ils ont deux systèmes. Alors, je voudrais pas dire de bêtises sur ce sujet-là, mais je crois qu'ils ont deux manières de faire passer les flux énergétiques en Angleterre et qu'il y avait un souci sur l'un des deux. Du coup, il y a des tensions fortes sur les prix qui se sont mises en place. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention parce que si l'électricité monte trop fort, si le prix de l'énergie devient trop élevé, si les matières premières, si le pétrole, si le gaz sont trop chers, cela pourrait impacter les marges et les résultats des entreprises, notamment en Europe. Vous avez ici un graphique avec les marges et les prix de l'Eurostoxx 600. Et l'indice est monté très haut, les marges sont au top. Il ne faudrait pas que l'inflation des prix et notamment de l'énergie vienne entacher tout cela. Deux événements à noter, un passé et un à venir. Un événement passé, ce sont les 20 ans de Zone Bourse. Donc joyeux anniversaire Zone Bourse ainsi qu'à toute l'équipe. Une belle équipe au service des investisseurs. Vous avez ici une photo à gauche des Olympiades de Zone Bourse de ce week-end. Et puis enfin, pour finir le top flop, à droite ici, vous avez les fameux dot plots. Ce sont les attentes actuelles du marché concernant les futures hausses de taux de la Fed et le consensus du FOMC, avec des hausses de taux légères attendues en 2022, puis des hausses de taux à répétition pour 2023 et le long terme, avec un espoir de retour autour des 2 ou 3% pour les taux aux États-Unis, ce qui est bien évidemment impossible étant donné le niveau de leur endettement. Le coût de la dette deviendrait alors incommensurable, mais vous savez, les banques centrales, quand on regarde leurs anticipations sur les taux depuis 10 ans, elles ne sont qu'à la hausse. On va maintenant passer à la partie analyse graphique. Je vous mets le programme des actions que l'on va voir juste après indice matières premières et Bitcoin. En attendant la pause café, je vous mets de la musique de Hans Zimmer. Ici, c'est A Way of Life. Merci Adrien Picot pour m'avoir envoyé cette belle musique de réflexion et de plénitude afin de pouvoir affronter les réseaux sociaux et notamment Twitter. Je vous ai également posté sur Twitter ce matin la bande originale de Interstellar, qui est mon film préféré, réalisée elle aussi par Hans Zimmer. Vraiment un compositeur absolument énigmatique, magnifique. On notera par ailleurs, tant qu'on est dans la série cinéma, que Hans Zimmer a aussi réalisé la bande originale de Dune, qui va sortir prochainement au cinéma. Allez, à tout de suite.
Alors, on va passer au graphique. Hop. Et on commence par notre Kakounet national qui est donc toujours dans une tendance haussière de long terme, dans une tendance haussière de moyen terme que vous voyez ici caractérisée par un canal haussier. On a eu un pic ici à 6900 points pendant l'été sur la borne haute du canal, ce qui nous invitait à prendre des bénéfices, à alléger les portefeuilles pendant l'été, afin de se préparer pour la rentrée, d'avoir des liquidités et d'éviter de se prendre une correction de 7% dans les dents. Ensuite, pendant 3 semaines, je vous ai expliqué qu'on était très certainement dans une correction en ABC. Un ABC, en fait, c'est une correction qui se fait en 2 temps, un temps de baisse, un rebond technique, puis un second temps de baisse. On a vu ensemble qu'il y avait 3 zones à surveiller pour le moyen long terme, les 6400 points, correction soft. Donc c'est sur les 6400 points que j'ai pris des bénéfices sur mes positions vendeuses hier. Et au cours actuel, parce qu'on a la Fed et le dossier Evergrande dans les séances qui viennent, franchement, je préfère être totalement neutre, indécis et attendre de voir venir. Au mieux, les prix reviennent au-dessus des 6600, autour des 6650 et se normalisent et on est vraiment en fait dans une dynamique des prix qui est neutre sur l'indice qui permet de faire du trend following et du stock picking sur les meilleurs dossiers. Au pire, la consolidation, puisqu'on fait toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, continue pour nous emmener, soit fin septembre, soit pendant le mois d'octobre, sur les 6200 points, ce qui serait une belle opportunité de pouvoir recharger sur des titres qui sont fortement haussiers et difficiles à attraper. Du coup, dans la partie trend following sur des gros dossiers comme Air Liquide, Alphen, Nexans, Schneider Electric, je vous montrerai à chaque fois 2 zones. La zone de soutien court terme, que souvent on a atteint hier, et une éventuelle zone en dessous, au cas où les indices iraient vers, enfin le CAC 40 irait vers les 6002, 6003 dans les semaines qui viennent. C'est peut-être l'opportunité d'entrer en 2 fois sur des replis de court terme et des replis plus significatifs, de faire les choses graduellement, de ne pas se presser et de ne pas souffrir, voire même de profiter d'une poursuite de la correction qui pourrait nous permettre toujours d'acheter. Je vous rappelle que je ne suis absolument pas négatif sur les marchés financiers en général, que je ne m'attends pas à un crack, que je ne suis pas baissier à long terme. La raison qui faisait que j'attendais des consolidations ces 2-3 derniers mois, c'est quand on a touché en juin la borne haute du canal, je m'attendais à une correction, on l'a eu. Ensuite, je suis revenu de vacances fin juillet, j'ai été de nouveau haussier. Mais depuis qu'on a touché la borne haute du canal à 6900 points, j'étais méfiant, baissier, vendeur, parce que je sentais bien que le marché était lourd, qu'il était arrivé sur des niveaux de prix d'importance et qu'il devait respirer. Voilà qui est fait en partie. Est-ce que c'est terminé? Ça, on le verra. On est actuellement pile poil sous la zone des 6550, 570. Donc on est de nouveau vraiment à la croisée des chemins. Concernant le pétrole, voilà, c'est haussier à moyen terme, mais on se cherche quand même beaucoup depuis 2-3 mois. Donc on est haussier tant qu'on est ici au-dessus des 69,50, de la MM50. Mais bon, sur les 3 derniers mois, c'est quand même relativement neutre. C'est très neutre aussi sur les cours de l'or. Ça vend sur les 1835, mais ça paye sur les 1740, 1750. C'est vraiment très neutre. Le silver, les cours de l'argent, eux, sont en sous-performance et reviennent sur une grosse zone d'importance, les 22 $. Le Bitcoin, lui, est dans une consolidation en zigzag, je l'ai appelé comme ça, parce qu'on a des fortes baisses, fortes hausses, fortes baisses, mais au final, c'est relativement neutre. Tant qu'on tient au-dessus des 40 000 $, on peut latéraliser, voire même repartir à terme. Si on devait casser les plus bas du jour sous les 40 000, 40 500, il y a un risque d'aller faire un tour à l'étage inférieur par la suite. On regarde un petit peu ce que ça donne sur l'Ethereum. L'Ethereum est toujours très propre. Vous voyez ici,
Il avait ses anciens records historiques, on les a travaillés, on les dépasse, puis on revient une fois, deux fois, trois fois dessus, puis on accélère. Là, la baisse ne s'est pas arrêtée n'importe où aujourd'hui, c'est pile poil l'ancienne zone de résistance autour des 2800-2900 dollars. Donc il se pourrait que ce soit tout simplement un pullback sur une ancienne résistance devenue support. Il faut absolument tenir ce seuil-là. Et au pire, à la limite, j'ai envie de dire que même s'il y avait trou d'air, comme sur le Bitcoin, comme je l'évoquais il y a quelques instants, sous 40 000 dollars, on a à 2600 dollars en rattrapage la MM200 qui serait alors à surveiller. On va maintenant passer aux actions et on commence avec une mémère de qualité, Air Liquide. Air Liquide qui est dans une tendance haussière de très long terme, dans une tendance haussière de moyen terme. La valeur a passé un certain temps l'année dernière et en ce début d'année dans un range entre 125 et 143. On a réussi à s'en extraire, mais comme on l'avait vu il y a 1 ou 2 semaines, me semble-t-il, il y avait un risque de retour sur les 143-144, ancienne zone de résistance devenue support. Et on avait en rappel à 141 la MM200. Et vous pouvez voir qu'hier, on a frôlé MM200 à 141. Et nous voilà de nouveau à 144. Comme je vous l'ai dit, sur ce genre de beau dossier, je vais vous donner 2 zones de soutien, d'achat potentiel. La première, c'est celle qu'on a touchée hier, partant du principe que le CAC 40 n'irait pas plus bas. La seconde sur Air Liquide, elle est à 135 euros. Ça correspond à la borne basse du canal haussier de moyen terme dans laquelle elle évolue. Donc voilà, pour ceux qui font de l'accumulation rationnelle, du DCA, c'est-à-dire des achats mensuels ou trimestriels sur ce genre de beau dossier, 141 est un gros support. En dessous, on aurait les 135. Alphen, superbe valeur qui est dans le fonds de zone bourse, le fonds Europa One. Donc ici on est sur une superbe tendance haussière de moyen long terme. Vous voyez que le titre hier n'est pas allé bien bas. J'ai noté 2 zones de soutien et de renfort éventuel ou d'achat pour ceux qui n'en ont pas. Il y a les 94,7, c'est les anciens plus hauts de janvier 2021 et dessous les 90 euros. 90 euros, ça voudrait dire 10% de baisse. Eh bien, typiquement, c'est le genre de valeur sur laquelle il pourrait être intéressant de mettre une alerte à 90 euros, comme je viens de le faire. Et puis, si à un moment donné, il y a un trou d'air sur le secteur, un trou d'air sur la valeur ou bien sur le marché en général, on sait que 90 euros sur Alphen, c'est un beau seuil d'achat sur repli. ASML à Amsterdam, une des valeurs les plus haussières de 2021 dans les gros dossiers de qualité de trend following. Vous voyez que la valeur, la plupart du temps, arrive à tenir ou travailler MM50 puis repartir. Ici, on s'est fait un petit trou d'air dessous. Ici, on l'a testé, on est reparti. Ici, on l'a frôlé, on est reparti. Et bien, de la même manière que sur les autres titres que l'on vient de voir, si consolidation un peu plus longue il devait y avoir sur le marché, un retour ici d'ASML sur la zone des 685 euros, un retour en fait à proximité de la MM50 jours qui a fait soutien ces derniers mois, pourrait être l'opportunité de rentrer dessus. Ensuite, Eventiva, alors là on n'est pas vraiment dans du trend following au sens propre, c'est un peu particulier, je l'ai choisi parce que je trouvais ce range très intéressant et très proprement testé. Et puis si on sortait de ce range par le haut, c'est qu'on donnerait une impulsion haussière et qu'on repasserait nettement au-dessus des MM200. Raison pour laquelle je l'ai mis en trend following, c'est que le trend following, c'est principalement d'acheter des valeurs qui sont haussières à court, moyen, long terme et qui sont donc au-dessus de leur MM200. Et donc sur Eventiva, on peut se mettre une alerte à 12,40 en prévision d'un éventuel breakout, c'est-à-dire d'une cassure de range. Un range, c'est un canal horizontal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti par le bas du range, on l'a réintégré rapidement, et puis la semaine dernière, on a fait un test très propre du bas du range. Ça montre qu'il est toujours aussi pertinent. Et donc, parce qu'il est pertinent, une cassure par le haut serait significative. Nexans, autre valeur superbe en trend following, avec une zone d'achat éventuelle ici sur les 78 euros. Je vais me mettre une alerte.
On consolide depuis une petite semaine. Si cette consolidation devait perdurer, elle pourrait nous donner un éventuel point d'achat sur les 78 €, avec ici une moyenne mobile à 200 périodes qui monte très fort, très vite, et qui devrait arriver dans les 2-3 semaines en soutien des prix. Schneider Electric, c'est la même chose. On est allé un peu haut, un peu vite. On a eu donc des prises de bénéfices appuyées. On a une première zone de soutien ici qui a été frôlée hier à 140, 141. En fait, ça correspond aux anciens plus hauts du mois d'avril, donc à une sorte de pullback. J'ai deux zones sur cette valeur. Il y a les 140, 142. Et en dessous, il y a les 136 € et la proximité de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici et là, on a deux zones d'achat pour mettre à profit en fait cette sorte de bulldozer haussier. Vous voyez ici, on est dans une tendance haussière manifeste. Et après, si on revient sur les supports, eh bien c'est l'opportunité d'essayer d'en accumuler pour jouer la suite de l'histoire. Ensuite, une valeur américaine, non, une valeur finlandaise. Une valeur finlandaise qui est en trend following. Aucun rapport avec les grosses valeurs qu'on a vues précédemment, c'est tout simplement pour répondre à la requête d'un lecteur. Ici donc une valeur en trend following, au-dessus des mêmes 200, qui est allé très haut très vite et qui a été multiplié par 3. Et on note ici qu'un retour, donc une baisse de 20% supplémentaire, permettrait un retour à proximité des mêmes 200 et des anciens records de 2020. Donc peut-être encore un peu de patience pour pouvoir attraper ce titre sur un repli significatif. Et on finit la catégorie trend following avec Voltalia. Il y a un petit peu d'eau dans le moteur puisqu'on n'arrive pas à rester au-dessus de la MM200, ça c'est un point un peu négatif. Ici on note un point positif, c'est qu'on est pile poil sur l'oblique haussière qui passe par les plus bas des dernières semaines. Mais de la même manière que je vous ai donné deux seuils en surveillance pour les achats, ce qui m'intéresse le plus ici sur Voltalia, c'est la zone de soutien des 20 €, 20,50 €. On est à 21,85 €. Si ça tout sautait encore un petit peu sur les indices boursiers et que cela permettait à Voltalia de revenir vers les 20,5, ce serait l'opportunité d'acquérir une belle valeur du secteur des énergies renouvelables. Ensuite, on va passer à la catégorie théorie du phénix avec plusieurs valeurs qui sont dans des retournements, des recoveries potentielles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la théorie du phénix, c'est quoi? Cabas en est un très bon exemple. Donc c'est une valeur qui va baisser pendant des années. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Cabas est un groupe européen leader de l'univers de la smart home et aussi de l'audio haute fidélité, la domotique, les solutions pour le confort de la maison. Moi je connaissais ça surtout pour les enceintes. Donc une valeur qui 2014 à 2018-19 ne fait que baisser, même jusque 2020. Et puis on va assister à un moment donné à une baisse qui devient moins violente, puis à une latéralisation un certain temps. Ici, la latéralisation a duré de septembre 2019 à janvier 2021, donc 5 trimestres. Il y a des valeurs sur lesquelles ça dure un trimestre, d'autres où ça dure 2 ou 3 ans. Et ce qui compte, c'est de voir qu'on passe d'une dynamique baissière avec des prix qui vont de plus en plus bas à une dynamique neutre, puis à une impulsion haussière. Et donc ici, on est dans une recovery potentielle avec une société qui se réinvente, avec un retour à la croissance, puis à la rentabilité. Et si la société arrive à transformer l'essai en quelque sorte, eh bien la dynamique haussière naissante des derniers mois pourrait continuer de se développer. Quand on zoome en données journalières sur une valeur qui fait une théorie du phénix, c'est quoi? Donc c'est une valeur effectivement où à un moment la baisse va s'arrêter, puis les cours vont se neutraliser dans un range,
Parfois, la MM200 va être reprise à l'intérieur de ce range. Parfois, elle va correspondre à la borne haute du range, ce qui peut être encore plus intéressant et propre. On va sortir par le haut du range avec des volumes importants. Ah oui, il faut parler de ça, hein, surtout du retour des volumes. Vous voyez qu'ici, la valeur a fait son point bas historique et qu'il y a des gros volumes qui ont été échangés. Ensuite, on va latéraliser un certain temps, puis de nouveau des volumes importants début 2021 qui lui permettent de sortir par le haut de son range. Le fait que l'on sorte du haut du range fait que la MM200 devient haussière. Et donc, souvent, une théorie du phénix, c'est le début d'un trend following. Le trend following, c'est une valeur qui rentre en tendance haussière ou qui est dans une tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts et des cours au-dessus des mêmes 200. Et donc, la théorie du phénix, c'est la transformation d'une valeur jusqu'ici baissière à neutre, mais dans laquelle on va voir les volumes revenir, puis on va s'extraire de la neutralité par le haut et on va voir la MM200 devenir haussière. Et donc voilà, c'est ça que j'appelle la théorie du phénix. Et comme vous pouvez le constater, depuis maintenant presque un an, les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts sur Cabas. Et pour ceux qui voudraient éventuellement en acheter sur repli, sait-on jamais, hein, toujours dans cette optique de marché neutre, voire même de petits accidents sur le CAC 40 par moment comme on l'a vu hier, sait-on jamais, si Cabas revenait sur les 5,50, 5,60, eh bien ce serait un retour sur support à proximité de la moyenne mobile à 200 périodes. Et quel meilleur endroit qu'un niveau horizontal conjugué à la moyenne mobile à 200 périodes pour pouvoir se placer à l'achat avec un stop relativement court et un ratio risque-gain élevé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plusieurs valeurs qui ressemblent à cela et je vais vous montrer des valeurs où c'est très propre et d'autres où c'est un peu plus tricky, un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu comme les GLB, il y a des GLB parfaites et puis des GLB qui sont un peu plus compliquées. Série 9, donc même concept ici, une valeur qui est baissière depuis plusieurs trimestres et qui va à un moment donné réussir à arrêter de baisser. L'arrêt de la baisse se fait ici avec des volumes très importants et des cours qui repassent au-dessus des mêmes 200 graduellement, ce qui est un premier bon point. On peut considérer sur série 9 que la phase de neutralité, on est toujours dedans. Donc on a eu la phase de baisse, on a eu la phase de neutralité, on a eu des pics de volume, ce qui montre un regain d'intérêt des opérateurs sur le marché. On a des cours qui essayent de rester au-dessus des mêmes 200. Ici, petit bémol, on fait des trous d'air sous MM200. Ce qui est un peu moins propre graphiquement que sur d'autres. Et vraiment ici, pour que la valeur puisse confirmer son retour en grâce, sa reprise, voire son retournement tout simplement, que les prix montent et que la moyenne mobile à 200 périodes puisse s'apprécier pour de bon, il faut casser les 2,2 euros. Donc, il y a ceux qui sont intéressés par la recovery, qui vont étudier le dossier, qui vont essayer d'en ramasser dans les trous d'air. Et il y a ceux qui vont sagement attendre qu'on casse les 2,2 euros pour valider la théorie du phénix et pour rentrer dans ce qui serait en théorie le début d'un trend following. Egide est dans le même cas. Donc une valeur ici qui baisse depuis 2004. Donc 15 ans de baisse. On zoome sur le graphique et on voit donc que 2017, 18, 19 et 20, ça a été dur. Mais on voit aussi que post-Covid, dès le mois de mai, des opérateurs ont été de retour sur Egide. Gros volume de retour ici, en avril 2020. Puis on latéralise en essayant de se réinstaller au-dessus des MM200. On prend appui sur MM200, on la frôle, on réattaque avec des volumes importants et on arrive à s'extraire de ce range, de cette phase de latéralisation par le haut. Alors, c'est un peu comme une GLB, la théorie du phénix, c'est-à-dire qu'on va
Parfois, essayer une fois, puis réintégrer, puis réessayer 2 fois, 3 fois, et enfin ça passe. Donc c'est là où parfois vous allez acheter la cassure d'un range par le haut, et puis on va le réintégrer, puis ressortir, puis le réintégrer. C'est un peu la même chose sur certaines GLB qu'on va voir, notamment Believe, dont on avait parlé à plusieurs reprises. On tente la GLB, ça passe pas, puis ça revient, puis ça retente, etc. On est ici sur des valeurs en recovery, c'est souvent des petits dossiers, ce sont des dossiers volatiles, faut clairement pas être à 15% près. Mais on peut commencer comment dire, à composer une position en plusieurs fois. Et puis une fois vraiment qu'on va réussir, comme ici, à casser pour de bon et à se réinstaller au-dessus des anciens plus hauts, c'est qu'il y a en théorie possiblement le trend following qui agit avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, ce qu'il faudra absolument dans les séances, les semaines qui viennent, c'est de maintenir cette capacité à faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. C'est cette capacité à rester au-dessus des anciennes résistances devenues support, autour des 1,23, 1,25, et surtout de rester au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Donc, comme d'habitude, on n'est pas à 5% près, on peut très bien faire 5% sous la MM200. Donc, on va garder la zone des 1,20, 1,25 ou 1,20, 1,30. C'est mon petit cercle en fait, c'est le cercle que vous voyez ici. Si ça baisse, il ne faut pas aller là-dessous, il faut que ce soit le dernier trou d'air avant de relancer la dynamique, de confirmer la naissance d'un trend following et de valider la théorie du phénix. Maintenant, je vais vous en montrer une, et ça c'est vraiment la beauté la beauté de la chose, c'est comment une valeur qui a réalisé la théorie du phénix est ensuite devenue une valeur en trend following pour peut-être enfin réaliser une GLB. Freelance.com, petit clin d'œil à Pixel Markets qui était sur le coup déjà depuis au moins 100%. Donc freelance.com, 2006, 2007, 2008, c'est la débandade. Ensuite, on a 10 ans de latéralisation. Vous vous rendez compte, 10 ans sans volume, sans volatilité, sans rien. C'est là où, quand on fait de l'analyse technique et qu'on ne s'intéresse qu'à des dossiers haussiers, on ne perd pas son temps là-dessus. On rentre uniquement quand ça sort. Donc là, ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est que théorie du phénix parfaite, chute des cours, latéralisation, sortie par le haut, avec retour des volumes historiques. On va zoomer en données hebdomadaires. Allez, on va même se mettre en journalier pour voir. Donc on avait parlé de la valeur déjà en 2019, quand à l'époque j'étais chez Bink. Naissance d'un trend following, des pics de volume. On pousse à la hausse, on donne des impulsions, on prend appui sur MM200, ici, là, encore ici. On se met dans un range, un peu comme Median Technology, on sort par le haut, on se remet dans un range, on ressort par le haut. Donc là, voilà, on est dans du trend following. Donc étape 1, théorie du phénix. Étape 2, trend following puissant. Et l'étape 3, c'est quoi? C'est la GLB potentielle. Donc valeur qui est toujours très recherchée, qui dès que les marchés repartent à la hausse, repart elle aussi de plus belle. La GLB est autour de 7,50, 7,60, c'est les plus hauts de 2006. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme souvent sur des petites valeurs comme ça, on va aller tester la GLB une fois, refluer en dessous, puis peut-être par la suite la déglinguer. Je l'espère pour ceux qui sont en position. Si on n'arrive pas, c'est qu'on peut latéraliser dessous. Le temps notamment qu'on ait des moyennes mobiles comme la moyenne mobile à 200 qui monte ou la moyenne mobile à 50 qui soit en soutien. Et donc voilà, ça c'est une recovery parfaite, une société qui s'est réinventée, qui a une croissance de 30 à 40% tous les trimestres depuis 2 ans, des bons résultats, retour des investisseurs, trend following et GLB potentiel vers de nouveaux records historiques. Ensuite, Global Bioénergie. Global Bioénergie, donc pareil ici une valeur qui baisse depuis des années, on baisse depuis 2015, de 2015 à 2020 c'est la débandade, on passe de l'équivalent de 60 € à 2 €, donc divisé par 30.
Puis on va se mettre dans un range et on va s'extraire de ce range très puissamment. Alors ici, c'est pas simple parce qu'il y a une sortie puis une réintégration de range, voilà, avec un retour des volumes. Au moins, ça montrait qu'il se passait quelque chose. Et par la suite, donc explosion des prix ici, sortie du range avec les volumes qui vont bien, sortie du range en novembre 2020, et la valeur passe très vite de 4 à 10. Et je sais qu'à ce moment-là, je n'ai pas été apprécié sur Twitter parce que j'ai publié un graphique qui reprenait cette hauteur de range. J'avais calculé la hauteur, je l'avais reportée. Et quand elle a touché les 9,80, j'ai dit attention, attention, on vient de doubler, on a validé l'objectif du report de range à la hausse et on est sous un chiffre rond, 10 euros. Donc, sauf dépassement en puissance de ce seuil, ça peut être un point haut, ce qui a d'ailleurs été validé puisque derrière, malgré une bonne news, elle n'a pas réussi à repasser ce seuil et ça a entraîné son déclin, ça a retombé. Alors là, ce qui me plaît moins, c'est le fait qu'on soit repassé sous MM200 et c'est le fait que de nouveau, en fait, on soit dans une sorte de neutralité. Donc, je vous disais que je vous parlerai de variations, de cas particuliers où c'est des beaux phénix et d'autres un peu moins. Ici, bah, il y a eu un phénix mais rapide, mais derrière ça poursuit pas. Ici, il y a eu une tentative de relance au-dessus des MM200, mais on est repassé dessous, donc ça me plaît moins. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas monter, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas reprendre à MM200, ça veut juste dire que c'est beaucoup moins propre et donc beaucoup moins évident à mettre à profit que d'autres valeurs que je vous ai montré précédemment, où on a des ranges très clairement définies, où on a des pullbacks sur la MM200 qui est en soutien. Bref, il y a des valeurs où c'est beaucoup plus propre techniquement et où les théories dont je vous parle sont très utiles, et il y en a d'autres comme sur celle-ci où c'est bien moins pratique. Donc pour relancer le trend following, il faut repasser au-dessus des 6,80 et des MM200. Pour relancer vraiment la dynamique de moyen terme, il faudrait casser les 8 euros, sortir du range actuel par le haut, avec à la clé les 10 euros, voire même de nouveaux records si tout se passe bien. Mais pour l'instant, voilà, plus grand chose à court terme à se mettre sous la dent. Ensuite, NetGem. Alors là, c'est un cas particulier encore une fois, mais c'est ça qui est intéressant avec l'analyse graphique, c'est qu'on a des grandes règles, et puis ensuite il y a les variations. Alors NetGem, c'est un phénix, c'est une poule. Excusez-moi. C'est un phénix qui a un peu de mal. Parce que bah, vous voyez bien, ici elle a tenté une théorie du phénix en quelque sorte, puis ça part à la hausse, puis ça retombe, puis ça rechute, puis ça retente. Donc ici c'est une poule sur un trampoline qui tente des relances haussières mais qui n'y arrive pas. Alors ce qui est intéressant si vous voulez, c'est que il y a des zones de neutralité puis des explosions. Zone de neutralité, explosion. Zone de neutralité, va-t-il y avoir ici aussi explosion? Ce qui est intéressant, c'est de voir quand on lit les communiqués, quand on regarde les résultats, que NetGem est en train de se transformer, que ce n'est plus le même dossier que par le passé. Ce qui est intéressant aussi à noter, ce sont les volumes historiques de fin 2020, début 2021. Donc ensuite, on se met en données journalières pour y voir un petit peu plus clair. Et donc, ce qui est appréciable ici, c'est cette sorte de rounding bottom avec des cours qui stabilisent puis qui repartent. C'est léger, hein, on faisait des plus bas légers puis des plus hauts de plus en plus hauts aussi relativement légers, mais on sent bien voilà, une tentative de retournement progressive. Et pour pouvoir valider ces tentatives, il faut rester au-dessus des MM200, ce serait préférable, au-dessus des 1,20. Il faudrait accélérer et casser les plus hauts récents à 1,43. Et puis pour vraiment valider une théorie du phénix, il faudrait casser les 1,7 les plus hauts de mars 2021. Donc on n'y est pas encore, on est dans la surveillance. Et parce qu'on la surveille et qu'on voit bien qu'il y a un retour des volumes, une tentative de retournement, etc., et bien certains d'entre vous iront creuser le dossier. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre cher Value sur Twitter qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce dossier.
Ensuite, RockTool. Alors là, je suis un peu moins à l'aise parce que, bon, certes, on a la baisse depuis 2014, depuis 7 ans. Certes, on a le retour des volumes. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est son manque de liquidité. Et donc, qui dit manque de liquidité, dit manque de propreté graphique. En données hebdomadaires, vous voyez, cette théorie du phénix pourrait être considérée au-dessus des 5,20 €. Après, ce que j'avais noté sur le graphique, c'est deux seuils d'importance. Il y a peut-être un pré-seuil en fait, c'est les 3,85, 3,90. Ce sont les plus hauts de l'année 2021 et ce sont les plus hauts de décembre 2019. Donc là, il y a une tentative de réveil du titre. On a des volumes historiques ces dernières semaines. Il y a une belle appréciation de 2 € à 3,60 €, donc presque un doublement des prix. C'est bien, mais pour l'instant, c'est du rebond technique. Pour valider la naissance d'un trend des cassures haussières, il faut des cassures haussières et il faut casser les 3,85. Si on casse les 3,85, c'est peut-être qu'on pourrait considérer donc la théorie du phénix au-dessus des 3,85 à court terme et une théorie du phénix de moyen terme au-dessus des 5,20 €. Donc voilà, après je parle peu de ce genre de titres car ils sont beaucoup trop illiquides, je ne voudrais pas les faire bouger de par mes commentaires. Mais voilà, c'est intéressant mais c'est moins propre que sur le reste comme vous aurez pu le constater. Et puis ensuite une valeur qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus grosse, c'est SES. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, SES, c'est une société spécialisée dans les satellites. C'est une valeur qui baisse depuis 2005, donc c'est pas la panade. Si vous voulez en savoir plus sur les sociétés, je vous le rappelle, hein, vous allez tout simplement sur le site de Zone Bourse et vous le cherchez dans les fiches valeurs. Donc là, on a une valeur qui baisse depuis 6 ans et qui est en train de se latéraliser et de tenter de revenir au-dessus, de s'installer en fait au-dessus des mêmes 200. On va dire que c'est la première phase. Ensuite, il faut que les cours rentrent dans une dynamique haussière de court terme, puis enfin sortent d'un range par le haut. Donc en gros, il y a tout à faire. Le seul point positif, c'est qu'après 6 ans de baisse, on est enfin réussi à arrêter l'hémorragie et à se neutraliser. Maintenant, il faut que les acheteurs prennent la main, qu'il y ait des volumes, qu'il y ait une naissance de dynamique haussière. Et alors, à moyen terme, si et seulement si on casse les 8,80 €, on pourra parler de théorie du phénix. Voilà, c'est la fin de cette partie sur la théorie du phénix. J'espère avoir été clair, j'espère vous avoir donné les éléments d'importance. Il faut que ce soit un titre anciennement baissier qui devienne un titre neutre sur lequel on ait un retour de volume très important, voire de volume historique. Un titre qui se réinstalle au-dessus des mêmes 200, puis qui sort par le haut d'un range avec des volumes historiques et qui permettent à sa moyenne mobile à 200 périodes de se retourner progressivement et d'accompagner les cours. Alors le phénix renaîtra potentiellement et fera une petite poule du trend following. Voilà. C'est la journée de l'humour et des animaux aujourd'hui, désolé, hein, je suis toute chose. Ensuite, on passe à la catégorie GLB. Et on commence avec Believe, dont on a parlé à déjà 2 reprises dans les dernières émissions, mais c'est un bon exemple. Une société qui s'introduit en bourse, les cours baissent, puis les opérateurs reviennent dessus, et ensuite on va stabiliser. Voilà. On va stabiliser, être neutre, et on va rester sous cette fameuse GLB. Alors vous voyez bien qu'elle a tenté une fois, elle a tenté 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais ça passe pas. Donc ça neutralise. C'est attentiste et il faut attendre vraiment une cassure franche avec des forts volumes. Vous voyez là, quand on étudie les volumes, il n'y a pas eu de volume très puissant sur cette tentative de GLB. Ce qu'il faudrait, c'est des volumes beaucoup plus forts que la normale des dernières semaines pour pouvoir ici casser les plus hauts, casser les 18,60 et ainsi valider une GLB et ainsi faire naître ou accélérer la notion de trend following.
Bilendi. Alors on va le voir aussi hein, sur les GLB, il y a plein de variantes. Bilendi, donc la voici en données hebdomadaires. Ici c'est intéressant, ça ressemble à freelance.com qu'on a vu dans la catégorie théorie du phénix. Freelance.com qui est une GLB potentielle. Hein. Donc même chose que freelance, on baisse de 2007 à 2015. Ensuite il y a la théorie du phénix avec le retour des volumes, la reprise de la MM200 ici semaine, puis la cassure d'un range par le haut. Bon, ça c'est le trou d'air du Covid, mais sinon on serait plus ou moins resté au-dessus des MM200 hebdomadaires. Et en données journalières, ce qu'on peut voir depuis le début de l'année 2021, c'est qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. C'est une valeur qui est en trend following, avec une moyenne mobile à 200 périodes qui accompagne la hausse des prix. La GLB est à 15,88, 15,90. On a tenté une première fois, on a tenté une deuxième fois, mais on n'y arrive pas pour le moment. Il faut alors prendre son mal en patience. Le temps que les publications de la société permettent aux opérateurs d'en vouloir plus et de valider cette fameuse GLB. Le temps que la moyenne mobile à 200 périodes monte graduellement et arrive en soutien. Et parfois, voilà, on va connaître une période relativement longue de neutralité, de stabilisation sous la GLB avant que cette dernière soit validée pour de bon. Ici, il faudrait casser clairement les 17 € avec des volumes très forts pour valider cette fameuse GLB. Elanco Animal Health, valeur au NICE, dont on avait parlé il y a quelques mois dans les émissions. On y avait vu une espèce d'épaule tête-épaule, une épaule tête-épaule inversée, qui nous menait justement sur une GLB potentielle. La valeur a été introduite ici en septembre 2018, elle a fait un plus haut vers 37,50 $ et elle a buté pile poil sous les 37,50 $ fin juillet. Donc ici, même chose, on est dans une sorte de neutralité sous la GLB. Ça peut durer des semaines, des mois, des années, comme elle pourrait ne jamais valider sa GLB. Simplement, ici, il convient de se mettre une alerte à 37,50. Et si à un jour, à un moment, pour quelque raison que ce soit, cette valeur réussissait à casser 37,50 $, c'est que la vision des opérateurs sur ce dossier aurait changé. Peut-être alors que naîtrait une belle tendance haussière de long terme avec à la clé des nouveaux records historiques et du trend following. ePay Group, ici aussi on est et dans du Phoenix et dans de la GLB potentielle. Alors ici variante. Pourquoi variante? Parce que la vraie GLB elle était là à 15,40. Et 1 an et demi après avoir coté, on a fait 16,70 et on ne l'a pas validé. Alors ici vous voyez c'est un peu tricky parce qu'il y a un seuil de GLB, un deuxième seuil pour la cassure des plus hauts historiques, puis on a tenté de passer en force et on n'a pas réussi. Donc on ne peut pas dire que les plus hauts historiques à 18,30 soient la vraie GLB, la vraie GLB elle a été dépassée. Je pense par contre qu'on peut s'accorder pour dire que la valeur travaille ses plus hauts historiques, ses plus hauts de 2017, dans la zone des 16,50, 17 €. On n'est pas à 50 centimes sur ce genre de valeur. Et donc ici, ce sera le challenge des prochains mois. On est passé d'une valeur, on a fait une recovery, on a fait une théorie du phénix. La valeur était baissière, bloquée par MM200, une fois, deux fois. Elle se met à plat, les volumes reviennent, on casse le range par le haut, la MM200 monte, là on a un magnifique trend following, et depuis maintenant le début de l'année, on est dans un range. Voilà. Dans ce range, ceux qui souhaitent se placer sur le dossier sur repli mettent à profit des éventuels retours vers les 13 €. Pour ceux qui veulent de nouveau faire du trend following sur ePay Group, si jamais elle devait repasser en trend following, il faudrait casser les 18,30 €, c'est-à-dire les plus hauts historiques. Ce ne serait pas une GLB, puisqu'en théorie, la GLB, on est plus ou moins dessus au cours actuel. Mais voilà, ce serait une cassure de plus haut historique, une cassure de range par le haut et une relance du trend following qu'on a pu voir en place en 2020 sur ce dossier. C'est quand même une valeur qui vient de 2 € qui est à 16 et parfois il y a besoin de digérer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'éventuellement sortir par le haut.
C'est ce qu'on a vu notamment sur Median Technologies, dont on va parler dans quelques instants. Mais avant, Iron Source, Onize. Merci à tous ceux d'ailleurs qui me partagent leur GLB, leur Phoenix et leurs idées sur Twitter. Vous êtes géniaux. Donc ici une valeur introduite en juin 2021. La valeur baisse après intro. Puis on est né une petite tendance haussière qui accélère jusqu'à la GLB avec un retour des gros volumes, pratiquement historiques, et une cassure de l'introduction et donc du plus haut historique et la validation d'une GLB. Donc là, en théorie, les 11 $, on va dire 11 $, 11,20 $, ancienne résistance, deviennent support. Donc pour ceux qui voudraient tenter d'étudier et de prendre position sur ce dossier, tout retour entre 11 $, 11,30 $ est une opportunité de payer la GLB et de lui donner sa chance. Median Technologies. Median Technologies, donc ici vous voyez, c'est comme je vous disais sur IP Group il y a quelques instants, quand une valeur monte très fort, elle peut par la suite se mettre dans un range qui peut durer 6-8 mois. Median Technologies nous a fait ça une première reprise, puis elle nous l'a fait une deuxième reprise. On espérait, depuis qu'on suit Median Technologies tous ensemble, et depuis notamment ce gros signal ici à 8-9 €, que Median Technologies irait chercher sa GLB un jour. C'est ce qu'elle a fait, et c'est déjà pas mal pour une première étape. Vous voyez ici un plus haut historique à 11 € post-introduction. C'était donc notre objectif haussier théorique depuis des mois. Pour ceux qui savent que je suis ce dossier, j'avais suivi ce range et la sortie de range, puis de nouveau ce range et la sortie de range. Simplement, j'ai posté, je pense, le graphique tous les jours, à peu près, la semaine dernière, en vous expliquant que, pour moi, il y avait quelque chose qui coinçait. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais c'est la façon dont se sont faites les accélérations, les tentatives de cassure. Je savais que tout le monde regardait la GLB à 16 € et elle avait fait un plus haut à 16,50 et on disait si ça arrive à passer et si on arrive à s'installer au-dessus de 16,50, ça validera la GLB, on pourrait aller plus haut. Mais en voyant, et je pense que c'est Twitter qui en fait m'aide à ce niveau-là, je suis tellement de gens et je le lis tellement au quotidien que ça me donne des petits éléments supplémentaires de sensibilité, de lecture du sentiment des traders particuliers. Et en fait, tout le monde était là, ouais, c'est la GLB, c'est en train de passer, 16,50, c'est un signal, faut y aller. Et je trouvais pas ça propre, je trouvais pas ça fort. Il y a eu des tentatives de réaccélération sur plusieurs séances, notamment le mercredi 15 septembre. Le jeudi 16, on a eu une bonne news, elle a ouvert en hausse, elle a tout retracé. Et donc, je vous ai dit, quitte à me mouiller et à me planter, ce qui m'arrive souvent, je pense que cette GLB ne passera pas. Parce qu'on parle ici, certes, d'une medtech, mais une medtech, c'est aussi une biotech, et une biotech française, quand elle gagne 30% et qu'elle a un énorme gap sous les pieds, dans 90% des cas, elle comble ce gap. Voilà. Certains considèrent que ce gap est à 13,20, qu'on vient de le toucher. Moi, je considère qu'un gap est complètement comblé quand vraiment on revient fermer ce gap. En fait, ici, on avait clôturé à 12,5 le lundi 6 septembre et le 7 septembre, on a ouvert à 15 et on a fait un plus bas à 14,50. Donc pour moi, la zone de gap, elle était entre 12,50 et 14,50. C'est pour ça que je vous ai dit que je m'attendais à un retour des prix vers 13, voire 12. 12,50 on comblerait complètement le gap, 12 on reviendrait sur la zone horizontale plus MM200. Alors je pense pas forcément qu'elle va y revenir, mais je pense que si elle y allait, imaginons que le CAC fasse un trou d'air supplémentaire, si Median Technologies revient à 12, et vu les news récentes publiées sur le dossier, vu les résultats de son intelligence artificielle dans la détection prématurée des cancers du poumon, et sachant que 40% des cancers du poumon peuvent être évités si il y a une détection rapide, je pense que voilà, ça c'est une très très belle valeur. Et donc, pour tous ceux qui ont gentiment coupé 50% voire plus de leur position là-haut à 16, on est bien content parce qu'on va pouvoir les reprendre à 13 ou 12.
et pouvoir continuer d'être haussier sur ce dossier. Mais vous voyez, la valeur monte très fortement, on prend des bénéfices, ça stabilise, ça remonte fortement, on prend des bénéfices, ça stabilise, et ainsi de suite. Voilà, faut juste pas être trop gourmand, faut laisser les choses se faire. Faut pas oublier que c'est une valeur qui vient de 1,50 et qui vient de retrouver les 16 euros, donc elle a fait x10 en 2 ans. Et c'est donc une GLB de type 2, puisque c'est une GLB où on a une très très forte hausse avant d'arriver sous la GLB. Donc on manque un peu de panache, de puissance, pas de catalyseur puisqu'on en avait un, mais de puissance tout simplement. Et puis il y a plein d'opérateurs qui, après un x10 et une résistance historique touchée, coupent, prennent des bénéfices, d'où la rechute du titre ces dernières séances. Voilà. Donc ici, expérience, plus lecture des réseaux sociaux, plus lecture des chandeliers qui ne me plaisaient pas, m'ont permis d'anticiper le fait que la GLB ne serait pas faite et qu'on viendrait combler le gap. Ensuite, Recticel. Alors là, on parle d'une valeur qui a fait sa GLB, puisque quand on se met en données hebdomadaires, on peut constater qu'il y avait des plus hauts à 12,50 qui ont été faits en 2015. Donc on peut considérer, puisque ce point haut a été fait pas longtemps après, en 2002, excusez-moi. On va dire que ce nouveau plus haut après l'introduction n'a pas été fait très très longtemps après. Donc je considère dans ces cas-là ce point comme la GLB potentielle. D'ailleurs, on peut voir qu'on s'en est approché en 2007, mais que ça a bloqué et qu'on a chuté par la suite. On a donc validé la GLB à 12,50 ces dernières semaines, enfin c'était en mars 2001. Et donc ici, pour ce qui est des supports, pour ceux qui aimeraient profiter de cette valeur qui est en trend following et qui a validé sa GLB, on a deux zones d'achat éventuelles. La zone des 13,40 € à proximité des plus bas du mois de juillet et de la MM200. Et le deuxième gros point d'achat en cas de gros trou d'air sur les indices, c'est la zone des 12,50 €. Donc il y a 13,50 et 12,50 qui sont d'éventuelles zones d'achat sur repli. On a un titre ici qui a essayé de s'envoler mais qui n'a pas réussi. Peut-être qu'il va revenir chercher ses supports, ce qui nous permettra d'en acheter et de viser de nouveau les plus hauts annuels et historiques par la suite. Et on finit avec Reworld Media. Encore un cas particulier. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je ne suis pas sûr et certain de mes prix. En fonction des différentes plateformes, pour le coup, là j'ai différentes zones de prix. Simplement, ce que je peux constater, c'est que dans l'esprit, les premiers échanges ici, en 2010, se sont faits autour des 3,60-3,70. Donc j'ai considéré ce seuil comme la GLB. J'ai trouvé ça d'autant plus pertinent que le point haut de 2019 s'est fait à 3,60. Et donc, on ne s'est pas arrêté n'importe où généralement, on ne s'arrête pas par hasard, comme vous avez pu le voir sur plein d'autres graphiques. Donc ici, refus de saut de la GLB. En mars 2021, validation de la GLB, puis pullback sur la GLB. Qu'est-ce qu'un pullback? C'est un retour sur une résistance cassée qui devient support. C'est la théorie des supports et résistances. On va passer en données journalières pour mieux regarder. Donc la valeur, comme on l'a dit, a validé sa GLB à 3,60. Elle a fait, grâce à ses derniers résultats en mars 2021, une grosse impulsion haussière. Et elle avait accéléré jusque 5. Elle revient tester et fermer son gap laissé ouvert ici. Et elle revient tester MM200. Franchement, c'était digne d'un livre d'analyse technique. Moi, je vous avais fait une analyse sur Zone Bourse avec un achat sur la zone de gap à 3,70. Avec un objectif à 4,55 qui a été atteint la semaine dernière. Et la zone de support majeur, elle est ici à 3,90, 4 €. Et l'objectif de court terme, si tout se passe bien, est à 5 €. Et elle va publier ce soir ou demain. Donc je vais éviter de faire des anticipations. Simplement, si les chiffres sont inférieurs aux attentes, mais que vous considérez qu'ils sont quand même de bonne facture et qu'on baisse, la zone d'achat est à 3,90, 4 €. Si vous êtes à l'achat dessus et que demain elle arrive à casser les 3,68 en force, c'est un nouveau signal d'achat. Donc pour certains qui n'en ont pas, ce serait un signal pour rentrer. Pour ceux qui en ont, ce serait un signal pour renforcer, pour viser les 5 €, voire de nouveaux records historiques.
Et ce sera le mot de la fin. J'espère que cette émission vous a plu. En tous les cas, moi j'ai pris plaisir à revenir sur des concepts théoriques, à vous montrer des variantes, à avoir des titres, des gros titres, des mastodontes, Schneider, Electric et tout ça, Air Liquide et autres. Donc des valeurs de trend following, des valeurs en GLB, des valeurs en théorie du phénix. Et voilà, chacune d'entre elles, chaque spécialité, je trouve, est totalement passionnante. Quand on est sur les grosses valeurs en trend following, on est sur les plus belles valeurs françaises et européennes qui sont de très beaux dossiers et qui montent graduellement, progressivement dans le temps et c'est très appréciable. La théorie du phénix, ce sont souvent des small caps, c'est pour des traders un peu plus expérimentés et des gens qui cherchent la volatilité inhérente aux small caps, mais encore une fois, il faut le faire avec des règles et peut-être des stops beaucoup plus larges, des objectifs beaucoup plus larges. Bref, il faut de l'expérience. Et puis les GLB, bah, c'est toujours un élément appréciable parce que comme vous avez pu le voir comme sur une valeur comme Reward Media, bah, la GLB on a buté dessous, puis on la passe en force post-résultat, puis on revient la tester. Et c'est donc un pivot très appréciable pour pouvoir renforcer quand on la casse ou bien acheter quand on revient dessus. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne semaine. Je vous retrouve sur BFM, les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine pour les marchés en action. Au revoir à tous.